Alors, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous parlez français si vous n'êtes pas... Vous savez que cette conférence est en français. Oui, yes, tout est bon, tout va bien. J'ai l'impression d'être une star sur Switch. On va attendre l'heure officielle. Non, il est 11 heures. Eh bien, écoutez, on va partir rapidement. Je vous avoue que j'ai fini à 2h30 cette conférence, la préparation. La première version faisait 1h30. Je vous ai zippé ça, j'espère sympathique. Stéphane, j'espère que ça va te faire travailler ton français. Je parle vite, mais j'espère que je parle bien. Allez, en avant. Hop là. Avant tout, ça commence bien. Un grand merci à l'équipe d'Android Makers, vraiment bénévole, notamment Alexandre qui me suit très gentiment depuis ce week-end, qui est mon admin dédié. Grâce à vous, on peut faire cette conférence malgré le Covid. Chacun chez soi en pyjama. Merci, 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 merci beaucoup. Alors, cette conférence, c'est avant tout un point de vue d'un vieux con de 43 ans sur du développement. Je ne suis pas du tout une rockstar du développement, vous verrez. J'ai une carrière assez classique. C'est mon point de vue. Il vaut ce qu'il vaut, et il n'est pas meilleur qu'un autre. Si ça se trouve, il est très différent du vôtre et je serais vraiment heureux d'échanger avec vous. J'ai réservé des créneaux cet après-midi pour qu'on puisse en parler si on ne le fait pas directement dans le chat. Qui me parle? Qui vous parle? C'est moi, c'est Pierre Benayoun, 43 ans, bordelais. S'il y a des Toulousains, eh ben, vous êtes moins bons que nous. Je suis ingénieur informatique depuis 2001, donc je n'ai pas 20 ans de carrière, j'en ai 19 en fait. J'ai fait l'ENSERB, la meilleure école du monde, qui fête ses 100 ans cette année. Je suis sur Android depuis 2011 et je suis développeur chez Deezer depuis 2019. J'ai vu un ancien, Xavier, si je ne dis pas de bêtises, qui est en train de nous suivre. Mon expérience. Dans le développement, je programme depuis l'âge de 11 ans. J'ai fait de la formation, j'ai travaillé dans l'industrie, dans le web, chez Cdiscount, je faisais du C#. Je n'ai pas fait une seule ligne de reste chez eux. Dans l'industrie, je travaillais notamment dans l'aéronautique pour Thales, la sécurité en tant que freelance pour une entreprise qui s'appelle OneSpan. Dans la culture actuellement chez Deezer. Je fais la gestion de projet à l'ancienne. Je fais 5 applications en tant que one-man startup sur Android. Ça m'a permis de travailler en plus du développement, du produit, de l'UX, du marketing. Ces 5 applications m'ont chacune rapporté 1 milliard d'euros, ce qui fait que c'est moi le plus gros sponsor d'Android Makers. Non, c'est pas vrai du tout. En fait, j'ai gagné en tout, je crois, 255 euros avec mes applications. Rapporté au taux horaire, c'est un peu ridicule. J'en parlais, j'espère, dans les bonus sur l'effet Instagram que j'avais vendu dans la présentation. Il y a un petit effet Instagram dans ce genre de choses. Quand on regarde les présentations des gens, moi, ça me fait à chaque fois, je me dis, le mec, il a une carrière, ainsi de suite. Juste pour l'anecdote, quand je vous dis que je développe depuis l'âge de 11 ans, à 11 ans, j'ai chopé l'Amstrad 464 de mon frère. Il y avait un gros bouquin, épais comme ça. Attendez, je me mets bien par passer la caméra, voilà. Épais comme ça. J'ai bossé 2 heures dessus et j'ai plus jamais retouché. Jusqu'en première où il y avait un cours d'informatique. Donc, historiquement, j'ai commencé à 11 ans, mais enfin bon, c'est un peu du bullshit, quoi. Un peu comme les Instagrammeurs qui se mettent sur le beau profil Photoshop. Bref, j'ai aussi développé un framework badass en Java qui était très intéressant titre personnel, qui a été téléchargé par une personne moi-même et qui notamment faisait la gestion de bases de données via des shared preferences. Je ne mens pas et je suis même très fier de ça. Je suis prêt à le défendre bec et ongle devant vous, s'il le faut. Actuellement, je suis chez Deezer, la meilleure entreprise du monde. Je ne dis pas ça parce que mon chef me regarde. Non, c'est vrai, on est une vraie boîte. Je travaille actuellement dans l'équipe AppFit. La majorité des développeurs Deezer sont à Paris, mais on a une équipe dédiée à Bordeaux. On est 8. Une PM, une expert UX, une super méga top QA. Je suis sûr qu'il ne regardera pas la compte, donc je peux lui dire du bien. On est 2 développeurs Android et on est 1 milliard de fois meilleurs que nos collègues sur iOS qui sont pourtant super forts et on développe des apps. J'ai notamment travaillé sur l'application Sony by Deezer qui permet d'écouter des sons en 360. Et on a commencé en novembre une appli top secrète qui va déchirer sa race dans l'été ou en début ou vers septembre. Voilà. Pour l'info, on cherche des développeurs Android dans quasiment toutes nos startups. Chez Deezer, on n'a pas des services, mais des startups. Donc voilà. Je ne l'ai pas écrit, mais c'est les salaires sont entre 50 et 55 K sur notre expérience. On travaille dans la culture. J'ai déjà travaillé dans le militaire. La culture, c'est quand même bon, c'est sympa. C'est toujours, je travaille dans le militaire, mais sur le fond, on fait des choses quand même qui apportent des choses intéressantes aux gens. C'est remote friendly.
Alors, je vais vous l'écrire full. La plupart d'entre nous, on prend une journée par semaine. Alors actuellement, c'est plutôt 5 jours par semaine, mais en temps normal, on prend 1 à 2 journées par semaine. Mais c'est négociable. On a un de nos développeurs qui est full remote à Limoges. On a une de nos développeuses qui travaille avec une équipe à Paris, mais de Bordeaux. Donc, voilà. On fait du Kotlin, du RX, du Dagger 2 pour être précis, avec des évolutions vers coin et coroutine. On vient de se mettre sur coin. On a une COP très active. Une COP, c'est une Community of Practice. On fait plein de choses intéressantes. Normalement, j'ai des collègues de 10 heures qui sont en train de me regarder actuellement et qui feront un résumé de toutes les meilleures conférences en coopérative des jeudis. On a minimum 2 heures, tous les développeurs Android, toutes. Clémentine, tu me regardes. Et tous les développeurs Android, on fait minimum 2 heures ensemble par semaine pour avancer là-dessus. On peut en reparler en MP. Il y a la cooptation, j'en cache pas, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Vous pouvez aussi aller voir les offres. Il y en a au moins 2 sur le site. Les ESN vont me détester. Bon, c'est quoi une application Android? En 2020, c'est ça. Alors, pour certains d'entre vous, c'est une évidence de chez évidence. On a un utilisateur. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Est-ce que vous voyez ma souris? Ceux qui tapotent au clavier hyper vite. Oui, on est l'utilisateur qui est la personne la plus importante, qui va aller sur notre app qui est ici, une app qui a des données en local avec une super BDD sur Room ou sur Realm, si vous êtes fou, qui va aller chercher des données à l'extérieur. Alors, en général, c'est du REST avec du rétrofit sur un serveur, mais ça peut être aussi, j'ai par exemple fait du Google Fit, paradoxalement, une API en interne sur le téléphone. Toutes les données en interne, mais ça se gère comme un serveur externe. Et puis, on a un système Android qui nous permet de téléphoner, du Bluetooth ou éventuellement avoir accès à l'écosystème Android, Google Maps ou directement GPS. Pour info, quand j'ai commencé sur Android en 2011, donc dans les années 2010, ben, c'était pas ça. Alors j'ai mis le téléphone en énorme parce qu'à l'époque, on avait des smartphones. Vraiment, c'était d'abord des phones. Hein. Moi, à un moment, j'avais 75 € de communication par mois parce que je passais 7 ou 8 heures au téléphone. Et le but du jeu d'Android, c'était de faire, c'est un système d'exploitation qui était là pour faire des petites applications, des petits widgets entre 2 gros coups de fil. Alors, bon, il y avait des téléphones qui existaient déjà. Hein. Il y en a même qui ont peut-être connu le Clié, qui était un ordinateur transportable, gros comme ça à peu près. Mais c'était quand même une nouveauté. Hein. Il faut reconnaître là-dessus à Steve Jobs d'avoir amené l'iPhone et ce système de finalement d'avoir un mini ordinateur portable qui permet de faire plein de choses, connecté au GPS, ainsi de suite, c'était quand même gros. Mais voilà comment on voyait les choses en 2010. Comment on développe une application Android? Je vais faire par étapes en fait. Ça va être le cœur de notre système. Je vais d'abord faire un retour. Alors en 2000, c'est d'abord un développeur, un gros geek, qui, voilà, vous verrez que ça a évolué, mais à l'époque, on ne se posait pas de questions sur la place des femmes, des origines des gens. C'était un geek, c'était un mec blanc d'une vingtaine d'années. Voilà. On ne se posait même pas la question, c'est comme ça. On était entre hommes. Bon, on a une idée qui peut venir de nous-mêmes, mais en général qui vient de l'extérieur. Hein, ça peut être un ticket Jira. Alors à l'époque, c'était plutôt des specs dans un énorme classeur de 500 pages. J'y reviendrai. On développe sur un gros ordinateur. J'ai mis en diagonale pour des gros ordinateurs. Ne se posez pas la question de l'utilisateur, de comment on va livrer ça, ainsi de suite. Et puis ça va nous rapporter de l'argent d'une manière ou d'une autre. En 2010, on commence à afficher la place de la femme. Alors c'était un homme ou une femme parce que ça a changé maintenant dans nos équipes de 10-15 développeurs Android, mais en 2010, Google poussait vraiment, dans les années 2010 jusqu'à 2016-2017, pour les développeurs indépendants. L'idée, c'était qu'un développeur indépendant puisse se faire une petite app et gagner de l'argent avec Google Ads. Ça n'a pas marché. Donc, on avait toujours des specs qui venaient, et puis on développait sur un ordinateur, commençait à être un Mac, éventuellement portable. Les années 2010, tu ne développais pas sur ton Mac, tu étais un naze. Et on mettait ça sur Android Market. Je ne sais pas si vous avez connu, mais c'était Android Market au début. Et Android Market, c'était quand même rigolo. Je regarde le temps, si je ne suis pas trop mal. Hop là. Ben, je n'ai pas commencé, mais c'est pas grave. 10 minutes. Android Market, c'était une révélation. Même un what the fuck, j'en reparlerai après. On n'était pas habitué à faire comme ça. Market, c'était nouveau à l'époque. Puis on développait sur des téléphones, ceux qu'on développait au début des années 2010, voire pour les plus fous au tout début. Tu faisais une compile, tu testais, tu livrais d'une manière ou d'une autre. Dans la seconde, tu avais quelqu'un qui disait que sur son téléphone, avec une résolution
Oui, ça a changé, Xavier. On n'est plus sur Mac, maintenant on est sur Linux. C'est marrant comment ça change, hein. Avant, c'était Mac Forever, et aujourd'hui, si tu n'es pas sous Linux, tu es un peu naze quand même. Bref. Donc, je disais, quand on faisait du développement en 2010, chaque fois, il y avait un problème avec un téléphone qui avait une résolution bizarre. Les Samsung avaient tout pété dans l'OS, donc c'était très très rigolo. C'était une des premières, c'était vraiment ce à quoi on pensait. Est-ce que je vais réussir à faire que ça pète pas trop sur le téléphone? Vous remarquez que l'utilisateur n'est toujours pas là. On s'en fout. J'en parle à la fin, c'est quand même dingue. Aujourd'hui, bon, on réfléchit plus en équipe, hein. Maintenant, des équipes Android, une petite équipe Android, c'est deux personnes. Une moyenne, c'est 5, 6, 10, 20, voilà. Bon, voilà, on essaye de faire attention à intégrer toutes les personnes, quel que soit leur sexe et leurs origines. On y travaille. Bon, alors après, on est souvent, quand on est dans les équipes de développement, en fin de chaîne, si je peux m'expliquer ainsi de suite. C'est-à-dire que quand on va débarquer des CV, 80% c'est des hommes blancs. Bon, on fait des efforts. Je sais que les gens qui font des conférences font énormément d'efforts là-dessus, mais voilà, ça progresse. C'est pas encore miraculeux, mais ça progresse. Toujours des idées qui arrivent. Alors maintenant, c'est plus des specs et tickets Jira. On développe sur Mac ou sur Linux quand on est un fou furieux. Ah, désolé, moins de 20 ans. Bon, vous posez des questions au fur et à mesure. N'hésitez pas à mettre des questions en live. Maintenant que les moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre. Donc, on développe sur Mac. On fait ça sur Google Play. On livre ça sur les téléphones. On a quelques soucis sur les Huawei de temps en temps pour des utilisateurs. Puis ça génère de l'argent. Alors, ma conférence, ça suit un schéma de capitaliste, hein. Je sais que vous avez peut-être un GitHub, vous faites une appli totalement gratuite pour aider les gens, et là, ou un side project, et là, votre rémunération, c'est le plaisir d'apprendre, le plaisir d'échanger, ainsi de suite. Mais quand même, je me base sur le truc classique du on fait ça pour gagner des sous. Et oui, Windows, c'est bien. Moi, j'ai développé sur Windows pendant des années, c'était génial. Comment se code une application? Alors, j'ai fait dans une première partie, il y en avait 10 slides, et j'avais fini cette partie grosso modo à 39 minutes. Donc, j'allais beaucoup plus vite que je voudrais, mais ça nous permet de prendre du recul. C'est cette partie-là qui nous intéresse. Un ou une développeuse qui va développer le truc. C'est ce dont on parle le plus souvent, en fait. D'ailleurs, vous remarquerez que ce dont on parle le plus souvent, ça, c'est un peu que le sommet de l'iceberg. Alors, finalement, dans 90% du temps, on s'occupe de données. On a un autre app ici qui va chercher des données à l'extérieur, même si c'est quelquefois qu'une API. Bon, dans 90% des cas, c'est quand même, je fais avec Retrofit du reste pour aller chercher un JSON ou avec du Glide, une image. Avec de la sécurité. Ça a apparu petit à petit. Quand j'ai commencé en 2010, les questions de sécurité, du faux loguer, il y a une clé de session, on n'en parlait pas du tout. Et puis, il faut gérer ce qui se passe en asynchrone. Des erreurs qui peuvent arriver. Ça met pas de bon mot de passe, tout simplement. Enfin, un refus, pas de bon mot de passe, des erreurs. Bon, Dieu fait, vous n'avez pas de réseau, ça merde au milieu. Une ou des réponses. On remarque que je parle programmation, mais il y a quand même de l'UX. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un refus? Qu'est-ce que je fais? Je fais une petite pop-up, je change de page, je renvoie. Enfin, bon, il y a plein de choses qui se mettent en place de cette étape-là. Ah merde, on voit mon U qui cache ma jolie barbe. Je ne sais pas comment faire. C'est gênant, il n'y était pas tout à l'heure. Bon, bref. Oui, c'était un toast. Merci, Gabriel. Le cache threading. Une problématique qu'on fait tous les jours, c'est l'utilisateur, il va sur son app, il veut choper une donnée. Alors, pour les plus vieux, il ne veut pas avoir de problème d'ANR si on fait tout dans le thread de lui. On essaie de choper des choses dans le cache. Il n'y a rien dans le cache, on se connecte de manière sécurisée au serveur. Le serveur donne les données, on met ça dans le téléphone, ça revient dans l'app vers l'utilisateur, dans des threads, ainsi de suite. Et puis, en parallèle, on met ça sur le disque pour éviter que, pendant qu'on écrit dans la base de données, on n'ait pas le truc à l'écran. Bon, vous avez peut-être ceux qui ont moins de 20 ans, qui viennent juste sortir de l'école. Vous l'avez peut-être vu il y a 2 semaines en cours, et pour vous, c'est évident, et vous êtes content, vous avez une super note. Moi, j'ai appris tout étape par étape, quoi. On a fait du threading avec des async tasks à l'époque. Oui, des async tasks pour faire des choses en background, dans le cache, sécurisé vers l'extérieur, revenir dans le cache. Enfin, on a fait par étapes un peu dans le désordre. Non, j'ai pas d'autre expression, excusez-moi, chiant des rôles de chapeau.
pour y arriver. Voilà, avec quelquefois la bonne surprise de tu y passes un mois à faire un truc et une fois que c'est fini, le lendemain, il y a un super article Medium fait par un mec de Google qui fait ça 10 fois mieux que toi. Où il y a Alessandro, c'était il y a une semaine. Oui, la syntaxe, quel cauchemar. J'en reparle un peu après. Voilà. Comment on travaille avec le framework Android? Alors, en 2011, c'est une partie intéressante. Activity Service Widget, un syntaxe, what the fuck? Moi, j'ai appris à programmer en faisant des exés en Unix, éventuellement des jars en Java, mais c'était des choses centralisées, quoi. Je fais pas cette espèce de truc très bizarre de cette activité qui se connecte peut-être à un service qui a sa vie, qui a aucun rapport avec l'activité. Alors, quelque part, heureusement, il n'y avait pas les fragments à l'époque. On essaie de tout mettre dans un widget. Le widget, quand vous y mettez la première fois, moi, quand je m'y suis mis la première fois, je ne comprenais rien, quoi. C'est quand même, grosso modo, widget, c'est Android qui te laisse lui demander d'écrire des trucs à l'écran, mais il ne te laisse pas tout faire. Enfin, bref, les 1.5 tasks pour faire le background. Moi, mon premier syntaxe, je crois que j'ai mis 3 jours pour ne pas y arriver, quoi. Mais vraiment, what the fuck, quoi. Quand on est habitué à faire des applications dans les années 2000, quand on est vieux comme moi, bien centralisé, ainsi de suite, que les démons, c'est réservé à d'autres gens, c'était vraiment compliqué. Je ne vois plus mon image qui bouge. Est-ce que vous me voyez tous? Il y a un souci ou pas où ça marche? Ouf! Ouais, je la relance, les gars. Excusez-nous, ça me donne une excuse pour. On revoit la bavarde, messieurs. Captain Haddock represent. En 2020, donc je rappelle, what the fuck en 2011, 2020, que de progrès en 10 ans. 12 pour être précis. Et la barbe est repartie. Oui, c'est magique. Que de progrès en 10 ans. Que de progrès, que de progrès. Pour rappel, il y a eu 30 versions d'Android depuis 2008, la sortie officielle. J'ai plein de bugs. Bon, tant pis pour ma barre. Google a pris globalement la main. Il y en a qui ont connu Sherlock Action Bar. Voilà, il y a une époque pour faire des action bars, il fallait passer par Sherlock Action Bar. Puis il y a d'autres trucs, vous avez tous un souvenir de ça. Google a repris la main. Alors, c'est désolé pour c'est vraiment très con pour ceux qui ont fait Sherlock Action Bar, mais maintenant Google donne le là. C'est une norme privée. Ils sont là pour gagner de l'argent, mais c'est une norme. Ça nous simplifie la vie quand même. Matériel app compat. Je rappelle pour ceux qui font du app compat en permanence qu'au début, ça n'y était pas. C'est-à-dire quand il y avait une nouvelle version, eh ben, c'était une nouvelle version. Bonjour, une nouvelle version avec plein de nouveautés. Eh ben, soit tu fais ton app que pour cette nouvelle version avec les nouveautés, soit tu ne le fais pas, soit tu bricoles. Voilà. Donc, c'était compliqué. Hein. Maintenant, c'est fait. Un synchronisme enfin traité, avec RX notamment. RX qui nous a bien, je vais dire du mal d'RX quand même, mais RX, ça nous a bien aidé quand même. Pour ceux qui ont essayé de faire les 1.5 tasks, merci mon Dieu. Et puis Live Data, je pourrais en parler pendant 10 minutes du Live Data. Merci Google. C'est une des rares fois où Google, dès le premier coup, a fait un truc qui marche hyper bien. Pas trop compliqué à comprendre et qui marche hyper bien. Un Live Data, tu le mets dans un XML, tu le modifies au fin fond d'un thread que tu ne comprends même pas, ça marche nickel. Merci mon Dieu. Mais là, si peu aimé l'application. Alors, moi qui ai appris à programmer de manière centralisée, quand je suis les développeurs, ils sont souvent très bons. Ils ont appris à développer grosso modo dans les fragments. Donc, ce n'est pas le même monde. Et dès que je vais mettre un truc dans l'application, il y a quelqu'un qui va me faire non, ça ne se fait pas, c'est pas possible. Tu tues des enfants si tu fais ça. Donc, je le fais très peu quand je travaille en équipe. Je trouve ça dommage. On peut faire des choses assez géniales dans une application, dans la classe application. Bon, activity, fragment, vieux modèle, application, et leur cycle de vie quand même. Chacun le sien. Ce bordel. Enfin,
Alors, je sais que ça a été fait à l'origine pour justement ce que je vous disais en 2010, en 2008, quand Android est sorti, il fallait absolument pas que tu puisses louper ton coup de fil. Donc les activités, ils ont fait vraiment ces applications que les activités, qui avaient un cycle de vie qui pouvait être coupé en temps réel. Mais bref, c'est un bordel monstre. Et puis tiens, c'est quand même dingue qu'en 2020, on a encore du mal à cacher le clavier. Quelle architecture? Bon, je pense qu'on est pas en avance, non. Je vais aller vite. Tout le monde parle de MVVM. Bon, la MVC, ça coule quand on parle d'architecture. Et puis, il y en a certains qui font le malin avec MVI. Quoi. Oh, MVVM, tout ça, tu as vu le vieux modèle. Oh là là, mais tu fais trop de trucs dans ton fragment. Tu fais du MVC, tu mérites de mourir. Bon, j'ai fait un peu de tout. Et il y a Redux aussi, oui, qui est en train de démarquer. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai des gens qui me disent qu'ils font du Redux depuis mai 74. Allez, écoutez. J'ai pas encore le temps de m'y mettre. Bon, je connais pas Redux, c'est peut-être génialissime. Voilà, c'est quand même le sommet de la URL. Parce qu'avec ça, tu ne traites pas le cache, le framework, distant data, les threads, ainsi de suite. Ce schéma est vilain, mais c'est un schéma officiel qui date de 2018 d'une application. Oui, j'avais une super archi pour Badass. Paix à son âme, Nicolas. J'avais ce schéma qui est poussé par Google, une activité, un fragment avec un view model, l'élève data, un repos qui va chercher en local dans Room ou SQLite, et SQLite, éventuellement Realm, mais c'est un fou. Remote data source avec Retrofit ou OK HTTP ou autre chose. Il manque le threading encore, c'est pas assez bien intégré. Comment est-ce que je fais les choses en background? Coroutine plus Flow vont nous sauver, mais on a quand même une base. Quand c'est arrivé en 2018, ça correspondait à peu près aux besoins. J'ai déjà vu des trucs de Google, quand ça arrivait, ça ne correspondait pas encore aux besoins. C'était déjà bancal. Là, ça correspond. Et on est en 2020, je trouve que ça se tient toujours. Je ne vois pas de truc qui ferait que ça changerait. Donc ça, c'est quand même bien. Je n'ai pas parlé de clean architecture. Pour l'anecdote, la clean architecture, c'est la mode depuis, dans les articles Medium depuis 2017-2018. Bon, la clean architecture, tout court, ça date de 2012, mais 2018, c'est la mode. Quand les mecs en parlaient en 2018, il fallait faire une clean architecture globale à 5 couches. Si tu faisais à 4, on te regardait très vilainement. Et maintenant, il faut faire de la clean architecture à 3 couches. C'est plus global, c'est par service. Et on te regarde méchamment, je ne sais pas ça. RX, la Formule 1. RX, bon, pour en parler pendant des heures, entre ceux qui trouvent que, le portrait d'RX au-dessus de leur lit et ceux qui trouvent que c'est quand même très compliqué. Je suis plutôt dans la deuxième case. Je vais vite. Ça mélange quand même données, threading et observable. Les trois en même temps. Donc, si tu veux juste faire un petit truc en arrière-plan, c'est très compliqué sur RX. La courbe d'apprentissage est immonde. J'ai pas d'autres mots. Le debug et lisibilité, c'est quand même très compliqué. Le do on next au milieu d'un truc pour faire un log ou pour caser une ligne pour pouvoir mettre ton step de debug, c'est quand même compliqué. La lisibilité. Voilà. Bon, la courbe d'apprentissage, moi, la première chose que j'ai essayé de faire au début, c'était de faire un observable. Il ne faut pas commencer par là. C'est avant tout une formule, la gestion de flux, on en a besoin. Quand même, RX, c'est fait pour les mecs qui font c'est fait pour gérer des flux, les transformer en d'autres, quoi. Et puis voilà, avec du flatmap, des trucs machin, ainsi de suite, quoi. Nous, les premières fois que vous l'avez utilisé, je parie que c'est pour aller chercher un JSON avec OK HTTP. Voilà. Et pour information, je rappelle qu'une Formule 1, c'est très bien, ça va très vite, hein, mais on peut péter le moteur si on va un peu trop vite, si on appuie un peu trop fort sur l'accélérateur en première. La gestion du cache, c'est un des rares trucs qui n'a pas trop changé. 2000, 2010, 2020, du SQL vers Room. Bon, il y a du SQLite. Hein, voilà. Bon, ça reste des bases de données. J'ai toujours été étonné quand même. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire un simple CRUD? Voilà, juste. Voilà. Si on continue en natif un instance of class by lazy load file name, mais pourquoi? S'il faut, si on a des bases de données de la mort, hein, vraiment, parce que les trois quarts du temps, on utilise des bases de données juste pour faire de la sauvegarde locale. Hein. On ne les utilise pas parce qu'on fait on a 29 tableaux croisés de 5000 personnes dedans, quoi. 5 millions de personnes. Non. Pourquoi on n'a pas ça? Il y a du boulot. On a en théorie la moitié. J'ai un peu dépassé. Je vais essayer d'aller plus vite sur la suite pour qu'on ait quand même un peu de temps avant que des gens comme Antoine puissent commencer leur super présentation. Alors, comment on s'organise? C'est cette partie-là. Comment est-ce qu'on passe de l'idée au programme? Alors, en 2000, c'était tabou.
Et la prochaine fois, Benoît, je prononcerai SQLite au lieu d'SQLite. C'était tabou en 2000 de s'organiser. Quand on parlait de mais comment on fait pour s'organiser pour faire en sorte qu'on développe dans les temps et arriver à faire tout bien et comment ça se passe qu'il y a des erreurs, les mecs te regardaient bizarrement. Tu leur aurais dit tiens, moi je suis fan des BD Marsupilami, tu aurais regardé pareil. Les gens ne comprenaient pas qu'il fallait s'organiser. Alors, les choses étaient vues comme un process très linéaire qui allait bien se passer. Un cycle de 6 mois ou 1 an, ou plus. Un cycle unique. Des spécifications, ça pouvait faire 500 pages. Et merci Antoine de me dire de ne pas trop me presser. Les spécifications pouvaient faire 500 pages. Moi, à un moment, quand j'ai commencé ma carrière de dev, le matin, le chef de projet avait découpé un petit carré dans un classeur de 500 pages pour me dire ce que je vais programmer comme classe. La spec faisait 10 lignes. Vous avez une classe, entre une dizaine de flottes entre 122 et 123,4 et vous devez en sortir un booléen. C'est ça. On programmait donc avec ces petites specs. On programmait tout, hein. On faisait toute la programmation d'un coup. On testait qu'à la fin. Au bout de 6 mois, tester le boulot de 100 développeurs, c'était rigolo. Et puis on livrait. Bon, ça marchait jamais comme ça, mais c'était vu comme ça. Donc 2020, la révolution agile. Alors je sais que c'est le manifeste agile. Certains d'entre vous connaissent la date par cœur, ils l'ont dessus de leur lit. Je ne me rappelle plus la date, c'est les années 2000, je crois. C'est plus vieux, hein, mais moi j'entends parler partout depuis 2016, à vue de nez, quoi. Chez nous, sur le développement mobile. C'est une vraie révolution. On commence maintenant à prendre du recul, à dire il y a quand même des trucs, c'est pas si bien que ça. Il faut se réveiller. Quand on se rappelle de ça, quoi, le cycle de 6 mois, un an, maintenant, les cycles de 2 semaines. On fait un point toutes les 2 semaines, quoi. Et avec un peu de chance, le client regarde. Et genre, tout de suite, au bout de 2 semaines, le client dit ah, mais c'est pas ce que je voulais. Alors qu'avant, c'était au bout d'1 an. Non. Voilà. C'est la révolution, quoi. La validation de la technique. Je ne plaisante pas. Dans les années 2000, ça n'existait pas des techniques. C'était une faute technique. Soit c'était les architectes qui avaient mal fait le boulot, soit dans 99% du temps, c'était des développeurs qui venaient d'une société de service. Mais la dette technique, on considérait qu'on n'avait pas de dette technique et qu'il ne fallait pas la résorber. Il y avait un problème, tu avais merdé, c'est ta faute. C'est génial maintenant la dette technique. Bon, il y a encore du boulot. Hein. Vous avez tous essayé de négocier avec votre PM ou votre lead tech, de mettre un peu de dette technique et on n'en met jamais autant qu'on voudrait. Mais c'est quand même une révolution. Ce propos-là, c'est un point que je voudrais. C'est un des points importants. Ne sommes-nous pas trop agiles? Pouvez-vous commencer cette maison par le 2e étage? Question bizarre, mais que j'ai vue dans un blog qui date de 2012 en anglais. Si vous n'avez qu'une chose à faire, c'est cliquer sur ce lien et vous prendre une demi-heure pour le lire. Il y a une traduction en français qui est sur la 2e ligne qui est très bien. Les développeurs, on nous demande quelquefois de commencer par le 2e étage. Le PM arrive. Bonjour. Bon, alors on n'a pas les specs complètes. Il y a un problème avec les mecs dans le back pour faire l'authentification. Donc, on va commencer par l'homepage. Vous imaginez, les mecs arrivent, bon, l'architecte n'a pas fait les plans du 1er étage, on fait le 2e étage, dans le bâtiment. Nous, on peut. Alors, c'est une souplesse folle quand même. Un dev ou une dev peut tout faire dans l'absolu. Ça peut poser des problèmes quand on arrive dans une nouvelle équipe ou quand on développe. Moi, j'étais développeur freelance. Vous savez, on considère qu'on sait tout faire dans l'application de A à Z. Dans le bâtiment, on ne peut pas tout faire et pas tout seul. On ne demande pas aux plombiers de faire le carrelage, aux gens qui font la structure de faire la déco, à l'architecte. Ça se fait des architectes Android qui continuent à faire des codes. On ne demande pas à l'architecte de mettre la main à la pâte sur le carrelage. Enfin bref. Puis pas tout seul. Hein. On ne dit pas, tiens, on va faire un immeuble de 3 étages, on va prendre qu'un ouvrier pour le faire. Bon, il va mettre 5 ans, mais il va le faire tout seul. Bah, il portera tout ça tout seul. Non, ça marche pas du tout. J'ai pas de retour sur le chat, vous me voyez toujours? Tout se passe bien? Super. On peut commencer dans n'importe quel ordre. Vous avez déjà commencé par un book avec aucun rapport avec le parcours utilisateur classique. On peut remplacer n'importe quoi, n'importe comment. Alors, truc tout con, on peut maintenant, c'est d'ailleurs assez effrayant, on peut carrément changer de langage sur une partie du code. On peut passer en Kotlin assez facilement. Moi, c'était inimaginable en 2020, en 2000, pardon. On ne pouvait pas passer de C++ à Java. C'est inimaginable, maintenant on peut le faire. Donc, on peut avoir une application avec des bouts de Java, de Kotlin, du Rex, de la coroutine, voire de la syntaxe qui traîne. C'était fait dans le temps, il y a la syntaxe que Roger a essayé de l'enlever. Il y a passé une semaine, ça a tout pété en garde. De la clean archi, mais
que sur un module. Parce qu'on avait fait un test, et puis bon, vu que ça marche, on l'a gardé, mais on ne le fait pas sur les autres parce qu'on n'a pas le temps. Un bâtiment en bois, en briques et en béton, ça fout la trouille. Imaginez un bâtiment qui, sur un étage, le bardage en bois, la structure en béton et la déco en briques, et sur l'étage d'à côté, il y a un truc, ce serait franchement sur le bordel. Voilà. Et puis on peut copier et patcher un programme. Quelque part, il n'y a pas de phase de construction des programmes, c'est juste des copies qu'on fait. On peut le patcher à l'infini. Bon, vous imaginez si tous les ponts étaient une copie ultra patchée du pont du Gard. J'ai été visiter le pont du Gard, ça a 2000 ans. Franchement, masterclass, comme on dit maintenant du truc. Éventuellement, vu que la copie serait gratuite, en ce moment, on pourrait peut-être avoir une copie patchée du pont du Gard. Avec peut-être, au 19e siècle, les poteaux, je ne sais pas comment ça s'appelle, les piliers qui seraient faits par Eiffel. Enfin, le bordel que ce serait. Donc, on a une souplesse magique, mais est-ce qu'on doit le faire? C'est une vraie question ouverte, hein. C'est pas genre, ah non, il ne faut pas le faire, mais c'est une vraie question. On est tellement en dessous, mais est-ce qu'on ne pousse pas les potards trop loin? Comment publie-t-on nos applications? Je vais essayer d'aller vite parce que théoriquement, j'ai fini dans 7 minutes. Bon, c'est la partie CI, qui théoriquement n'a aucun rapport avec ce qu'on fait. Moi, au début, quand j'ai commencé ma carrière, tu programmais, tu avais fini. Programmer l'app, le fond de l'app. Je lis les commentaires avec les ponts, on aurait pas mal de nul pointeur. Imagine un nul pointeur sur un pont. Oui, à l'origine, on fait des apps, quoi. On n'est pas là pour la livrer sur le store. Enfin, c'est pas le même métier, mais on le fait quand même. Fantasmarité, on appuie sur un bouton, les tests sont passés avec rapport si besoin, on compile dans toutes les faveurs possibles, on publie dans toutes les faveurs, dans toutes les langues, les textes, les screenshots. Voilà. Alors, en réalité, toutes ces étapes dont je viens de parler, excusez-moi, on peut les faire. Ça marche. Voilà, il y a des outils qui existent. Il n'y a pas une norme qui existe depuis 2-3 ans. Moi, je viens de découvrir Fastlane. J'ai découvert cette semaine, quand j'ai découvert Fastlane. On fait un peu tout dans notre startup chez Deezer. Moi, j'ai découvert Fastlane. Chaque étape, ça se fait, mais c'est quand même très laborieux et puis c'est les nuances. Enfin, comment dire, c'est pas si une étape à l'autre, c'est pas si simple, quoi. Là, s'il y avait par exemple les tests. Bon, j'ai fait une grosse partie sur les tests parce que c'est un truc qui me travaille. Le fantasme cyber QA. Suite à votre compil, je me dois de m'excuser, mais j'ai repéré un bug d'affichage en faveur 47 sur un téléphone Huawei en russe sur Android 27. S'assurer que vous utilisez le SSO après l'installation de l'application principale en mode avion. Je vous ai transmis screenshot par mail. Et si je puis me permettre, je pense qu'à L47, un flat map me ferait des miracles. Bon. Vous l'avez lu en même temps que moi, donc vous n'avez pas été très concentré. Il y a 3 chapitres. Le premier, déjà, il y a un peu le fantasme du tu appuies sur un bouton et puis tu fais toutes les flavors dans toutes les langues, tout ça, et puis te chope un truc sur un Huawei en russe sur Android 27, flavor 47. Pratique, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Alors, le deuxième, c'est mon préféré, c'est plus machiavélique. Ça survient quand tu utilises le SSO après l'installation de l'application principale à mon avion. Donc, ça veut dire que, bon, quand on fait le test, on réinstalle l'app principale, pas l'app qu'on développe, une app principale, on se log, c'est le résultat de la SSO qui marche, on peut passer en mode avion sur le truc. Bon, faites ça avec Espresso, les gars, puis vous me rappelez. Il y a Appium qui le fait, mais au bout de 3 tests, ça prend 4 heures. J'ai transmis le screenshot par email, si je me permets, je pense qu'à ligne 47, un flatmap ferait des miracles. On essaie de faire des screenshots par mail. Le simple fait de gérer les autorisations sur l'app que en mode test pour pouvoir écrire sur le téléphone pour faire un screenshot, enfin, en tout, ça m'a pris 3 jours. Donc, c'est possible, hein. Ça prend un temps de dingue. Et puis, alors, le paradoxe, complètement complet, quand tu parles avec un développeur, tu parles de tests. D'ailleurs, il y en a certains qui ne parlent même pas de tests unitaires. Ils font que des tests unitaires. Je vois qu'il y a quelqu'un qui nous parle de Quintin, dont je n'ai jamais entendu parler pour faire des tests automatisés. Voilà, ça évolue tous les jours. On a quand même un métier où ça change vraiment, littéralement en temps réel. Donc, je parle des tests unitaires. Alors, les tests unitaires, ça se tenait dans les années 2000. Bon, je vais faire vite. C'est dommage que c'est un de mes trucs préférés. En 2000, moi, je développais je vous ai parlé du petit ticket, le chef de projet avec son petit ticket, tu fais une méthode ou une classe qui va faire ça. On me disait, il y aura des entiers, des flottes, peut-être les 3, éventuellement une deuxième classe. Mais qui, au final, on balancera comme des entiers, des flottes, des langues, éventuellement un string si j'ai pas de chance. Puis à la fin, je sors un booléen ou un entier avec une sortie. Là, les tests unitaires, ça se tient complètement. Alors, en plus, pour le rappel, à un moment, moi, quand je travaillais dans une boîte, la compile, ça se faisait dans une pièce différente et la compile de tout le projet, ça prenait 3 heures. Donc, moi, je compilais que ma classe sur mon ordinateur. Donc, à l'époque, le test unitaire, ça se tenait à 3000%.
Oui, rien, on passe à tant de bugs, il y a toujours des bugs. Oui. Non, il y a une vraie. Je pense que tu te moques un peu de moi, Xavier, tu as raison, peut-être que je vais un peu trop loin, mais il y a une vraie question sur la politique de test. Je pense qu'on s'y prend mal. Il y a une politique de test à mettre en place. En 2020, on a. Comment est-ce qu'on teste unitairement un fragment, un vieux modèle? C'est quoi les entrées? C'est quoi les sorties? Plutôt des événements. Quelquefois, l'événement, c'est un événement qui te change l'état interne avec ton live data. C'est une entité qu'on fait. Il y a d'autres événements qui sortent. On met à jour notre live data. Il y a un contexte. Sur le moment, c'est pas la même chose. Oui, test unitaire, oui, mais enfin, on commence à tordre le concept quand même. Donc, DTU partout, tout le temps. Chez Deezer, on a une équipe qui s'appelle l'équipe Core qui nous fait une core lib sur Android. Donc, c'est quasiment, enfin, c'est une API, hein, donc c'est quasiment du back-end pour nous. Eux, ils ont besoin de faire du test unitaire tout le temps parce qu'ils ne peuvent pas tester ce qui sort facilement. Et puis, quelquefois, ils ont des choses qui vraiment ressemblent à ce que j'ai parlé avec tu as des entrées, des sorties, ainsi de suite. Et plus tu t'approches de l'utilisateur, plus je trouve que les TU perdent de leur intérêt. Après, c'est au cas par cas. Vraiment, ça prend beaucoup de temps, 30% du dev, et la rentabilité à comparer avec. Moi, ce que je dis, c'est on a tendance à faire des TU partout sans réfléchir au pourquoi du comment. Il y a des boîtes où il faut faire des TU dans 95% des trucs. Il y en a, il ne faut pas en faire donc ça. Mais on n'y réfléchit pas à ça, mon groupe. Voilà. Comment génère ton argent? Comment on fait des sous-sous? Je vais aller vite. Ce que je parle, c'est de cette partie. Bon, j'ai pas le temps d'aller aussi loin que je veux parce qu'on est déjà à 36. Je vais zapper le reste. Mais les gars, l'utilisateur, c'est lui qui directement fait de l'argent. Il faut penser qu'à lui. Ouais. Donc le DevX, je vais. Ouais, je pense que c'est un truc important quand même. Qu'est-ce qui est le plus important? Un crash sur un tel Huawei au fin fond de l'app, ou un bug d'affichage de quelques pixels en page de garde. Vous savez, vous arrivez quelquefois, vous les développeurs, tu arrives sur un copain qui dit tiens, j'ai fait une app, tu la charges, et d'entrée de jeu, tu vois qu'il y a un chapitre, un truc qui n'est pas bien aligné avec le reste, ou il y a une couleur qui n'est pas exactement la bonne, ou il y a un petit à coup. Ça ne fait pas pro. La page de garde, tout le monde la voit. Ça ne fait pas de crash, hein, officiellement, ce n'est pas bloqueur. Mais voilà. Bon, j'ai pas le temps. Tant pis. J'aurais bien vraiment parler trop de technique, tutelle la technique. Et le métier. 10 heures versus Thales. Chez Thales, par exemple, on était en aéronautique. On doit mieux faire des tests unitaires, hein, même si on fait. Bon, parce qu'on ne peut pas se dire, c'est pas grave, ça a planté, l'avion tombe. Chez Deezer, s'il y a un problème au fin fond de l'app sur un Huawei, c'est embêtant. Marché chinois, ainsi de suite, mais bon. Puis l'aéronautique, on ne voit pas la même chose de Deezer. La culture, le vocabulaire n'est pas le même. Prends ton temps, on s'éclate. Il y a du bonus pour ceux qui veulent arriver après. Je reparlerai de chez Best à la fin. Ouais, et puis j'en suis fier en plus. J'ai voulu vous parler d'Ringo Starr, mais j'ai pas eu le temps. Donc ça, c'est important, les gars. Suivez-moi au lieu de raconter des choses intéressantes sur le Deezer versus la sculpture, le vocabulaire, etc. Chez Deezer, moi, je suis arrivé, tout le monde parle, la SIGBAR, tu fais comment la SIGBAR? Je dis, c'est quoi la SIGBAR? C'est quoi ce truc pour chercher? La SIGBAR, sur Deezer, sur Spotify, des mecs qui nous copient, qui sont moins bons, c'est quand vous êtes sur le player, c'est juste la petite barre, vous savez, vous baladez dedans pour aller directement à un temps voulu, quoi. Mais un truc tout con, au début, je ne savais pas ce que c'était. Moi, je suis grande gueule, j'ai posé la question, mais voilà, si tu es un peu timide, ça peut être compliqué. Ouais, c'est pas bien, les gens font. Lire du son, c'est un métier. Bon, non, mais c'est un vrai métier de fond. Lire un truc tout con sur Android, le son natif, c'est de la merde. Je suis désolé, hein, là, Google ne fait pas son boulot. Alors, ils ont sorti une lib externe qui s'appelle ExoPlayer qui se manipule, quoi. Enfin, je veux dire, tu fais pas un tuto et 10 minutes après, tu es un spécialiste, quoi. Là, je pourrais vous en parler pendant des. Enfin, bon, voilà, quoi. Nous, par exemple, on suit les événements du player pour afficher le bouton play ou pause. Truc tout con, hein. Bon. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il faut afficher l'icône pause quand tu lis un fichier et l'icône play quand tu es en pause. Rien que ça, déjà, c'est un petit jeu mental. Bref, et à un moment, ça bougeait tout le temps. Parce qu'entre les tracks, il y a plein d'événements qui se passent. Il faut le savoir. Alors, je prends l'exemple. C'est pour toi, Anthony Paget, si tu me suis de chez Deezer. C'est un dev Atom qui est arrivé en même temps que moi sur une fonctionnalité du player sur une nouvelle app. C'est un dev Atom à l'origine. Il n'avait pas touché Android à ma connaissance, ou très peu, très peu, avant qu'on commence. Alors moi, je m'attaquais au player pour notre app, le truc qui lit les fichiers de son, hein, c'est comme un cœur de métier, donc dans un mode production, ainsi de suite, et lui, c'est un sample. Bon. Il a été quasiment plus vite que moi, alors que moi, j'ai 10 ans d'expérience sur Android. Pourquoi? Parce que lui connaît le métier. Moi, j'avais zéro expérience.
Lui, il savait comment ça marchait l'authentification chez Deezer, ce qui se passait, ainsi de suite, quoi. Ça avait un impact sur le player, qu'il fallait aller chercher telle donnée et pas telle autre. Il l'avait fait sur le web. Sur le player, il connaissait que c'était pas si simple, les événements qui sortaient du player. Il savait grosso modo aller chercher. Moi, je savais pas. Donc, il était presque plus vite que moi. Le métier, ça compte autant, j'ai presque envie de dire plus que ce qu'on fait. Ça se passe comme une carrière d'élève. Point important, les sous-sous dans la poche. En 2000, le diplôme. Moi, j'étais ingénieur. Je travaillais avec des mecs qui étaient bac+2, des autodidactes. Moi, je voyais des mecs à 40 ans, donc qui avaient une carrière, qui avaient travaillé sur des beaux projets. Les mecs, ils étaient allés prendre parce qu'ils avaient un bac+2 par un bac+5. Ils préféraient prendre un ingénieur en bac+5 parce qu'il était meilleur. Je suis ingénieur, hein, mais je trouve ça vraiment complètement con. On est junior de 23-26 et de 26 ans à 29 max. Hey, junior, c'est moins de 3 ans d'expérience. Senior, ça partait de 5 ans. Après 2000, après 29 ans, c'est un peu débuleux, quoi. Après, on passe aux choses sérieuses. Chef de projet, management, tout ça. Il y a des trucs rigolos à l'époque. Hein. Dans des boîtes, il y avait 10 développeurs. Tu prenais le mec qui arrivait à te faire une inversion de matrice de tête pour gérer l'équipe. Ça ne marchait pas toujours. Mais bon. En 2020, le diplôme, l'expérience. Le diplôme, c'est important au début de carrière, mais après, Simon, on t'en veut pas pour les mots. L'expérience compte de plus en plus et c'est tant mieux. On est senior jusqu'à 28 ans, enfin de 28 ans, une chose sérieuse. À une époque, un développeur à 40 ans, c'était louche. Pourquoi il n'était pas passé chef de projet? Timide, trop timide, pas bien. Maintenant, super, le mec s'intéresse toujours. Bon, j'ai pas le temps de faire autant que je veux. Free versus CDI. Bon, Free, c'est très bien. Quand c'est au top du top, tu es payé une fortune, tu as ton indépendance, tu peux prendre. J'ai des collègues qui me disaient que moins de 2 mois de vacances par an, c'était pas assez, ainsi de suite. Dans des périodes comme aujourd'hui, c'est compliqué. Moi, je suis content d'être en CDI. Pour d'autres, en free, tu arrives souvent en pompier. À partir du moment où tu maîtrises le truc, tu t'en vas. Enfin, bon, je repasse en CDI, je redéfends le CDI. Mais je sais que c'est très très bien le free CDI, mais bon, les choses, ça évolue. Le salaire explose. Alors, quand tu étais free, ils ont vu bien exploser le salaire. Maintenant, il n'explose plus puisqu'il n'y a plus de travail à cause du Covid. Mais voilà. Pour information, à Bordeaux, jusqu'en 2016-2017, pour être payé 40 000 et 1 euro brut par an, je pense qu'il fallait avoir créé Android chez Google. C'est pas un développeur, c'était 40 000 grand max. Maintenant, c'est plutôt 50 à 55 000, chez Deezer par exemple, ou un peu plus. Et je vois des lead tech à qui on propose 70K. Ça explose. Par contre, j'entends toujours parler de mecs qui sortent de formation d'alternance, donc le diplôme compte toujours un peu, puis tu le traînes, hein, qui sont encore au SMIC. C'est vraiment très injuste, mais c'est comme ça. Un senior, c'est mieux qu'un junior. Avec, bon, qu'est-ce qu'un bon senior, qu'est-ce qu'un mauvais senior? Dev junior, le contexte first, Thomas Pierrin qui a fait des conférences là-dessus. Oui, un dev au SMIC, ouais, ça existe encore. Le mec a fait l'alternance, il est au SMIC en tant qu'alternant, il reste dans la boîte, puis à chaque fois, il dit on ne peut pas t'augmenter. Au bout de 3-4 ans, il commence à gueuler, le mec. Alors, contexte first, besoin versus ressources. Besoin, il faudrait bien qu'on fasse tous les tests tout le temps. Ça prend 30% du temps. C'est un dev junior, lui, il va faire les tests, mais il ne va peut-être pas se poser la question de qu'est-ce qu'on fait comme test, comment, quelle est la politique de test. Je veux telle fonctionnalité, d'accord, mais franchement, ça prend beaucoup de temps. Est-ce qu'il ne vaudrait pas le mieux le faire différemment, ainsi de suite. Dev architecture, test CI. Bon, grosso modo, quelles sont les technos qu'on utilise, comment, quelle architecture. Voilà. Franchement, je pense qu'il y a des boîtes où les mecs peuvent dire on reste en Java sur du MVC. Pour ce projet, c'est mieux. Je suis prêt à le défendre. Ah, Alessandro, l'alternance sueur, ça ne se passe pas toujours comme ça. Et ce genre de conférence, et savoir que dans d'autres boîtes, des gens sont payés cher, ça peut aider. Oui, c'était payé moitié moins je dis ça au pif, hein, qu'un mec qui sort d'école d'ingé, t'es à 25 000. On en reparle après. Sur Android, ça se passe mieux dans le web. UX produit métier. On n'est pas là que pour faire du code. Voilà. Des moments où on part ailleurs en disant, les gars, je suis en train de me dire, je pense qu'en une demi-journée, je peux faire un truc qui aura un effet waouh sur l'utilisateur. Ou mon PM, je vois que tu discutes en ce moment avec les gens au-dessus, les commerciaux. Peut-être qu'au niveau produit, bon, je sais que tu veux ce truc-là, mais ça prend beaucoup de temps, parce qu'on va le faire différemment.
Clarté, réutilisabilité. Les gars, on fait quoi? Plutôt coroutine ou plutôt AX? AX, j'ai relu mon code il y a 6 mois, c'est compliqué. Bon, à l'inverse, tout le monde fait du AX dans la boîte, personne s'est mis à coroutine, on reste. Long terme versus court terme. Action Man Charlotte dans le tort. Ouais, il y a une super techno qui est faite par un mec au fin fond de la Russie, qui est 10 fois mieux, mais vraiment 10 fois mieux que celle de Google. Bah, je prendrais plutôt celle de Google quand même. Puis les ressources humaines, formation, ce que je disais. Hein. Si tout le monde fait du RX et est fan de votre truc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se mettre tout de suite au coroutine avec du flow? Vraiment. Voilà, ça c'est un système qui existe sur le Lean Startup qui dit que c'est donc les gens, donc les PM, nos PM savent que nos product owners, nos PM, nos chefs de projet à l'ancienne savent qu'on fait plein de trucs en une étape. On construit, on mesure, on apprend, on reconstruit, ainsi de suite. Bon, le junior, lui, il construit. On lui demande bonjour, on a décidé de faire tel test unitaire. Ben, il est fait. Puis le senior prend du recul. C'est une image. 2030. Franchement, alors il reste 4 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas où je dois cliquer pour les questions. Ah si, j'ai là, je crois. J'en vois 3. Votez pour les questions, les gens, rajoutez-en dans le système de questions. J'essaierai d'y répondre après, au moins bonus. Donc, je parlais d'architecture. Cette architecture-là, c'est la première fois que je vois. À un moment, ça change. Quand on est 30 versions d'Android en 12 ans. Quand on a 4 par an, et non, les architectures, c'est plus où on était, par exemple. Là, depuis 2018, je la trouve bien. Pas parfaite, mais elle est bien. Il y a des choses à changer à l'intérieur, mais je pense qu'elle va rester quelques temps. 2030, c'est peut-être un peu différent, mais. J'ai vu la question de Nicolas sur les AirPods. On en reparle, Nicolas. Voilà. Dev Android, Dev natif, Dev mobile ou Super Dev front? Dev natif, est-ce qu'on fera toujours de l'Android natif en Kotlin? Est-ce qu'on ne fera pas du Flutter? On ne fera pas autre chose. Dev mobile, on n'y est pas encore. Est-ce qu'on ne fera pas du Kotlin multiplateforme pour faire en même temps Android, iOS, puis le système qui va exploser fait par Elon Musk? Est-ce qu'on ne sera pas un super dev front? Plus je discute avec les mecs du web, plus je vois qu'un dev front web, ça ressemble vraiment beaucoup à ce qu'on fait, de plus en plus. À l'époque, ce n'était pas du tout la même chose. Mais bon. Service plus qu'outil. Alors, j'avais fait 5 stats sur le fait qu'on parle beaucoup trop d'outils à mon goût et pas assez de services. Vraiment en mode je fais du AX et pas j'utilise un système pour chercher des données en background. Quand est-ce qu'on fera un service permettant de gérer facilement des données externes via un cache? Instance of class.update web first. Bon. Quand est-ce qu'on gérera les vidéos, les sons aussi facilement que les classes Poco? Pas Pojo, Plain Java Object, mais Poco, Plain Old Kotlin Object. Et puis, vidéo update. Cache first, par exemple. Ouais, vous imaginez? Vidéo update cache first. Puis, un vrai système de test. Alors, bon. Voilà, sortir du tu fais pas les tests unitaires, on a réfléchi à nos tests unitaires, on a une vraie politique. Il y a des gens qui disent vous faites, je crois que je sais plus, c'est 40% de tests unitaires, 30% de tests d'intégration, et puis le reste en test UI. Donc il y a une vraie politique, puis un vrai système qui nous permet de ne pas y passer 30% du temps. Voilà. En développeur, développeuse, toujours et rien Kubertech. Voilà. On est des Ubertech en fait. On dit plus chef de projet, on dit lead tech maintenant. À un moment, il y a un effet Instagram avec quand on regarde des articles Medium, des présentations, ce que j'ai essayé de faire un peu maladroitement au début. Les mecs qui sont tout le temps. Enfin, tu vois, on a l'impression qu'un dev moyen, enfin, un mauvais dev, quoi. Il a 3 GitHub, il fait 50 articles par jour sur Medium. Le week-end, quand il court pas un triathlon, il essaye, il a déjà fait une Jetpack Compose dans toutes ses applis en prod depuis 2 ans. Il a contribué au. Enfin, voilà, non, les gars, il n'y a pas que la tech, quoi. Alors, c'est très bien si à 50 ans, vous éclatez sur les derniers trucs à la tech, les derniers outils. Bravo, il en faut, il en faut beaucoup même. Mais est-ce que c'est toujours ça? Est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'un dev de 40 ans qui travaille sur une app en Java, en MVC, mais qui discute pas mal avec son PM et qui lui permet d'avoir des meilleurs produits et qui le week-end déguste un bon vin rouge bordelais et moi, bon, on ne serait pas l'équivalent de chef français. Alors, j'ai pas le truc, mais voilà. Chef français, c'est quand même. Les restos, c'est le chef qui décide.
Chez nous, ce n'est pas le développeur qui décide comment ça marche. Je laisse ça. Si ma PM me voit, elle va m'insulter. Elle aura peut-être raison d'ailleurs, mais voilà. Puis les créateurs. J'avais fait tout un article sur IngoStar. La création, c'est aussi la création. Voilà. Putain, je suis à la minute près si vous ne me posez aucune question. Foncez voir des autres confs qui sont meilleurs que la mienne. Maintenant, les idiots qui restent, je vais répondre aux questions. J'essaie de remettre ma vidéo. Alors, je bascule sur le truc. Il y a Xavier qui a dit un truc sur les tests, mais une vraie politique de tests, oui. Alors, avec le fameux, tu commences par les tests, ouais. Qu'un système. Mais vraiment, nous, c'est quand même assez artisanal. Hein. Oui, avec le TDD. Moi, je viens de loin sur les tests, hein. Mais une vraie politique de test avec des trucs derrière, ce serait bien. Voilà. Est-ce que je demande à Alexandre, qui est notre super admin quand même, monsieur Alexandre, est-ce qu'on peut continuer un petit peu pour ceux qui veulent rester? J'ai du bonus et des questions. Il est parti se faire un sandwich. Mon Gabriel, si on est deux, on est deux. Alors, il demande si on peut continuer sur Slack. Oui, tu devais faire une conférence. Tu dois nous quitter, Alexandre? De rien, ça m'a fait plaisir. J'ai appris plein de choses rien qu'en essayant de mettre mes idées en truc. Ok, il a raison, il y a d'autres confs qui sont vachement mieux. On va s'arrêter là, on va foncer sur le Slack. Si on est fou, on va peut-être essayer de se faire une conf tout de suite où je vais voir avec les amis si on ne peut pas faire une partie 2 qui durerait 20 minutes dans la journée. Voilà, désolé pour le retard, vraiment désolé hein, pour les autres conférenciers. À bientôt, je coupe de manière péremptoire.